Bonjour et bienvenue à tous sur notre antenne TVC Vrémen pour cette nouvelle émission, pour ce nouvel épisode des gens d'ici, ceux de la région nantaise du Nord Vendée. Aujourd'hui, nous avons 5 invités. Le premier que je tenais à vous présenter, c'est Roland Guillou, qui s'occupe de chiffres. Laurent Guillou, donc, expert comptable, qui va nous parler de ce qui se prépare pour les foyers, les particuliers et les entreprises dès l'année prochaine. C'est pas triste, vous allez voir. Alors Laurent, bienvenue dans notre émission, bienvenue à TVC Vrémen. D'abord, en ce qui me concerne en tout cas, mais je crois que nous sommes beaucoup dans mon cas, ces histoires de TVA, personne n'y comprend rien. Alors, va-t-il y avoir de la TVA l'année prochaine? Va-t-elle augmenter? Va-t-elle régresser? Va-t-elle stagner? Quid de la TVA? Eh bien, concernant la TVA, effectivement, pour l'année prochaine, c'est sûr que ça va augmenter puisque la loi de finances 2013 prévoit donc une augmentation de la TVA de la TVA taux réduit de 7% à 10% et une augmentation de la TVA au taux normal de 19,6 à 20% dès le 1er janvier 2014. Oui. Donc ça, effectivement, ça va concerner directement le particulier. Donc c'est pas une très très bonne nouvelle. Enfin, parce que du coup, effectivement, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque du coup, les travaux des particuliers en rénovation vont coûter 3% de plus puisque la TVA augmentera de 3 fois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mauvaises nouvelles de ce tonneau-là qui nous attendent pour l'année prochaine? Eh bien, il y a d'autres nouvelles concernant la fiscalité des entreprises, puisque du coup, il y a donc une taxe qui est en train d'être mise en place pour les CDD, donc pour les entreprises qui embauchent en CDD. Et donc cette taxe-là est dégressive, plus le CDD est long, et moins la taxe est importante. Et par contre, si c'est un CDI, il n'y aura donc pas de taxe à payer. Vous voulez dire qu'un employeur, par exemple, a plutôt intérêt à embaucher un CDD longtemps? Exactement, soit en CDI pour payer moins long, de... Voilà. soit en CDI directement en fait. Soit en CDI directement. Ouais. Et vous pensez que c'est une bonne mesure pour l'emploi, ça? C'est pas forcément une bonne mesure, parce que du coup, ça va peut-être engendrer moins de CDD dans les entreprises. Et donc plus de chômeurs, ça Et donc peut-être plus de chômeurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats CDD qui sont faits d'une courte durée. Oui. Et du coup, il y aura peut-être moins de contrats de courte durée. D'autres nouvelles sur le plan de la fiscalité? Les nouvelles de l'année 2013, c'est quand même une augmentation des charges sociales pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, donc ça coûte également plus cher pour les entreprises par rapport à tout ça en fait. Alors vous êtes expert comptable, j'imagine que vous avez des clients. Quand les clients viennent vous voir, quelle est l'ambiance? L'ambiance aujourd'hui elle est plus à l'épargne, puisque du coup les entreprises hésitent beaucoup à investir, ne sachant pas comment va se passer l'année 2013, enfin la suite de l'année 2013 et surtout 2014. Donc ils évitent de trop investir et plutôt garder leur argent de côté et mettre ça en réserve en cas de coup dur en fait, pour prévoir l'avenir. Vous avez une petite idée de l'évolution de l'immobilier? Ça va monter, baisser? L'immobilier aujourd'hui, les prix immobiliers ont plutôt tendance, je pense, à chuter. Chuter, parce qu'il y a beaucoup moins de transactions immobilières. Ouais. Les notaires pourront même vous le dire mieux que moi, ou les agences immobilières. Donc beaucoup moins de transactions immobilières et donc effectivement ça chute au niveau des prix puisque du coup il y a moins d'acheteurs qu'avant. En fait. En somme, augmentation grosso modo de presque tous les impôts et puis un conseil, mettre ses sous dans des bas de laine. C'est à peu près ce que j'ai retenu de la conversation. Exactement, voilà. On prévoit l'avenir. Voilà. Eh bien, l'avenir n'est pas gai, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, merci Laurent Guillou d'être venu avec nous pour nous expliquer tout ça ce matin. Merci. On va essayer de faire une petite récréation et je vais appeler ici sur notre plateau notre ami Anthony Lechat qui lui est heureux, ça en fait au moins un dans la région. Anthony Lechat est, je dois vous le dire, viticulteur. Il va arriver tout de suite, nanti de ses produits, qui est une bouteille de muscadet, qui est le carburant de la région. Alors, Anthony Lechat, au moins vous êtes content, puisque cette année, vous avez été récompensé. Et de quelle manière? Puisque vous avez obtenu le prix de la pipette d'or, qui est la récompense suprême des récoltants de muscadet. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est une des plus belles récompenses qu'un viticulteur aujourd'hui puisse avoir lors de sa profession. Alors comment ça s'organise? C'est un concours? C'est un concours régional ouvert à tous les muscadets sur l'île. Et c'est donc organisé par le Salon des vins de Nantes qui se déroule à Valette. Le muscadet, géographiquement, ça va jusqu'où?
Le vignoble part, si vous voulez, du côté ouest, côté Grandlieu, autour du lac de Grandlieu. Après sud vignoble, donc sud de Nantes. Il s'étend jusqu'à Ancenis. Vous voulez ressembler au Sancerre? C'est vrai que le Sancerre, ça, chaque année, ça prend comme ça 500 mètres, 600 mètres de plus. Un jour, on va retrouver du Sancerre dans les faubourgs de Marseille, non? Non, là, on se limite, et je dirais même qu'au niveau du vignoble, on a eu, depuis 3 ans, plutôt, on va sur la tendance arrachage. On a une crise dans le vignoble et on est obligé de se restructurer pour équilibrer l'offre et la demande. D'accord, j'allais vous dire, mais en effet, il y a beaucoup de viticulteurs qui arrêtent leur exploitation depuis 2 ou 3 ans. Tout à fait. Et vous pensez que cette hémorragie va continuer, ou au contraire s'arrêter un petit peu? On a eu beaucoup de départs aussi anticipés, pré-retraite, des jeunes qui ont arrêté financièrement, qui n'arrivaient pas à suivre, des investissements qui sont durs à gérer aujourd'hui, vu les cours actuels. Mais là, c'est plutôt en bonne voie. Le négociant a tendance à remonter les cours des vins. Donc, dans les 3 années à venir, le marché du muscadet devrait être beaucoup plus élevé au niveau des tarifications. Alors, une récompense comme celle que vous venez d'obtenir, est-ce que ça booste les ventes ou si simplement c'est un agréable moment à passer au moment de la remise des prix? Si vous voulez, il y a 2 cas. Le premier cas, donc, pour le viticulteur, c'est une fierté quand même, parce que c'est quand même un grand prix, c'est le plus prestigieux du vignoble, un des plus prestigieux. Et après, c'est vrai qu'au niveau des ventes, on s'aperçoit que ça nous donne quand même un volume assez conséquent, 10 000 bouteilles, en plus de nos ventes personnelles. Bien. Et le prix de la bouteille a augmenté cette année? On est à 4,60 € TTC, donc ça reste des prix raisonnables pour un prix comme ça. Il y a des Bourgognes à ce prix-là, à 4,50 €, non? On n'en trouve pas beaucoup. Ouais. Moi, je sais où il y en a, vous direz peut-être. Merci beaucoup, Anthony. Vous allez peut-être nous faire voir le produit qui a eu cette récompense. Donc voilà, c'est donc celui-ci, un Muscadet Sévramen sur lit 2012. Voilà, qui est très fin, élégant et beaucoup de fruits et une longueur en bouche qui est très agréable. Eh bien écoutez, rendez-vous est pris avec votre pipette d'or. Merci Anthony Le Chat, je rappelle l'exploitation Le Chat Muscadet à Valette. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Notre invité maintenant, vous allez voir que nous sommes les rois de la transition à TV Sèvres et Maine, puisque notre ami viticulteur habite un lieu-dit qui s'appelle la Baie Hérault. Et nous allons recevoir maintenant Alain Besson, qui lui nous a fait un gros livre sur Jean-Marc Ayrault. C'est pas la même orthographe, bien sûr. Bonjour, je vous reçois avec plaisir, et je vous reçois avec plaisir parce que nous allons parler du Premier ministre de la France, nous allons parler de Jean-Marc Ayrault, qui fut longtemps également le maire de Nantes. Et puis, si je vous ai invité, Alain Besson, c'est que ce livre, qui est une somme importante, je le fais voir à la caméra, qui contient beaucoup de pages. Quand vous parlez d'une somme, vous ne parlez pas du prix. Non, je parle de la somme, je parle de la quantité et aussi de la qualité tout à l'heure. Vous êtes le seul journaliste écrivain à avoir commis un livre, jusqu'à présent, sur Jean-Marc Ayrault, excepté un confrère qui lui aussi... Non mais quand je dis seul, c'est vous qui avez commencé le premier, c'est vous qui avez le plus gros livre des deux, et c'est vous qui, sans fausse modestie, avez fait quand même le meilleur bouquin. Regardez, il y a ici, là, il y a plus de 450 pages. Vous avez bien connu Jean-Marc Ayrault. Oui. Alors, comment est l'homme? Avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il a des soucis en ce moment. Oui, comment est l'homme? Il est compétent, très intelligent, bosseur, il connaît ses dossiers, il est loyal, ça c'est sur le plan politique par rapport au président de la République. L'homme, sur le plan humain, a 2 aspects. L'homme public est d'apparence austère, il n'est pas amateur de petites phrases, les petites phrases qu'aiment bien les journalistes parisiens notamment.
Il n'aime pas le spectaculaire. On lui reproche, oui, un excès de sobriété dans sa façon de s'exprimer. Mais c'est l'idée qu'il se fait du sérieux en politique. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas forcément un défaut. Et puis il y a un homme privé qui est plus joyeux, qui aime danser en famille. Ça se voit pas vraiment. Non, parce qu'il y a bien chez lui une séparation entre Ça. le public et le privé. Alors l'homme privé est sérieux, hein, mais effectivement plus rieur, plus différent de l'homme public qui est plus austère d'apparence, c'est vrai. Alors vous qui n'êtes pas journaliste parisien, comme vous disiez tout à l'heure, mais journaliste nantais, Ce n'est parfait. non, qu'est-ce qui fait que vous avez eu l'idée de faire un livre sur Jean-Marc Ayrault avant qu'il ne soit Premier ministre? Parce que Oui. maintenant, je suppose qu'il y en aura beaucoup. Mais Alors le premier livre donc remonte Voilà. à 2004, hein, effectivement, tout de même, et oui. j'ai travaillé 2 ans à peu près, je vais vous dire pourquoi, sur ce bouquin. Donc j'ai commencé en 2002 mes premières recherches, et le second livre donc a été republié avec une 50aine de pages nouvelles en juin-juillet 2012. Pourquoi le premier, et le second aussi? Parce que le personnage me paraissait intéressant et parce que ça m'intéressait aussi de situer Jean-Marc Ayrault au milieu de sa génération. Le premier bouquin, oui, qui fait 430 pages, Celui-là. c'est bien une biographie de Jean-Marc Ayrault, mais c'est une biographie de Jean-Marc Ayrault au milieu d'une génération de militants qui est la génération d'Épinay, le Congrès socialiste d'Épinay, qui succède à la vieille SFIO, où le Parti socialiste, en 1971, se refonde sous la direction de François Mitterrand. Là, il y a toute une génération de nouveaux militants, d'anciens aussi, qui se met à croire et à militer pour un socialisme, alors qui n'était pas tout à fait celui qu'on voit en œuvre aujourd'hui. Les circonstances sont plus les mêmes. Tout ça, ça remonte à 30 ans, c'est le moins 40 qu'on ans. puisse dire. On est sur du 30-40 ans en arrière, quoi. Hein. Oui. Il y a toute une génération, là, de femmes et d'hommes, militants, militantes, que vous avez connus, qu'on a connus, dont le destin politique me paraît intéressant. Et j'ai aussi beaucoup parlé de ces gens-là, et donc de Jean-Marc Ayrault au milieu de ces gens-là dans ce livre. Voilà. C'est aussi une histoire du Parti socialiste, d'ailleurs, le livre. Oui, je voudrais vous interroger sur un point, Oui. Alain. Vous avez le Les droit. origines politiques, je parle bien Oui. des origines Oui. politiques de Jean-Marc Ayrault, ne sont pas si socialistes que ça. Je me semble qu'il Alors- vient d'un milieu militant catholique, ou Oui, chrétien. alors d'abord, il vient d'un milieu ouvrier. Hein. Il est né dans la banlieue de Cholet. Oui. Son père était ouvrier, devenu cadre. L'industrie choletaise de l'époque. Hein. Là, on est sur plus d'un demi-siècle en arrière. Sa maman était couturière. Effectivement, famille catholique. Le papa, sympathie MRP à l'époque, quoi. Lui, Jean-Marc Ayrault, s'initie à la question sociale par le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse catholique. C'est donc un mouvement d'action catholique de l'époque qui était assez engagé, hein, pour ceux qui ont un peu de mémoire et quelques cheveux blancs comme moi. Ensuite, après le bac, il y a l'université de Nantes. Là, il découvre le socialisme, et il découvre le socialisme versant très à gauche. C'est la version de Jean Popren. Jean Oui. Popren est un militant de la gauche du Parti socialiste, qui lui-même vient du Parti communiste et du PSU. La première décennie militante, voire un peu au-delà, les 15 premières années militantes de Jean-Marc Ayrault au sein du Parti socialiste se font à la gauche du Parti socialiste. Oui. Ensuite, il évoluera, Oui, il se recentrera, et en 90 se déclare tout à fait clairement social-démocrate, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque. Non, pas tellement non plus en ce moment d'ailleurs. Oui, pour des raisons Bon, différentes. Alors on va franchir toutes ces années. Franchissons. Et comment voyez-vous l'avenir du Premier ministre actuellement? Parce qu'il a, je le disais tout à l'heure, quelques soucis singulièrement. Hein? Il est Premier ministre dans une période incroyablement difficile, pas pour faire le scénario de la crise mondiale, des pays émergents, de nos problèmes de compétitivité, du chômage de masse, etc. Il était volontaire pour être au gouvernement. Oui, on ne l'a pas forcé. Bon, La plupart des d'accord. femmes et des hommes politiques sont en général volontaires, Plutôt. en démocratie tout au moins. Donc il est Premier ministre dans un contexte particulièrement difficile. Moi je crois qu'il fait bien son job, et on a un problème qui est
institutionnelle. Nos institutions ont évolué depuis que le mandat présidentiel a été réduit de 7 ans à 5 ans. On n'a pas encore trouvé tout à fait le bon tempo entre le président de la République, en l'occurrence François Hollande, et le Premier ministre, en l'occurrence Jean-Marc Ayrault. Il y a un tempo nouveau à trouver. C'est votre opinion, ça? Oui, c'est mon sentiment. La dualité est difficile à trouver parce qu'elle est nouvelle et parce qu'elle intervient, redisons-le, dans un contexte de crise mondiale où la plupart des dirigeants des pays du monde, notamment des pays démocratiques, sont confrontés à des difficultés politiques. Jean-Marc Ayrault, c'est votre ami? Oui, alors pas au sens, on ne s'est jamais invité mutuellement, on a toujours l'un et l'autre respecté une certaine distance. Et une amitié distancée. Oui, voilà, l'amitié sous-entendrait, n'est-ce pas, un certain favoritisme de ma part. Quand le livre est paru, Daniel Bernard, qui est toujours, je crois, chroniqueur au journal Marianne, qui était une plume acide, l'avait qualifié de empathique mais sans excès. C'est un peu ce que vous dites? Oui, bon. Exact. Merci Alain Besson. Le titre de vos 2 livres concernant Jean-Marc Ayrault, le premier, Jean-Marc Ayrault, Une ambition n'en cesse, ça c'est côté la biographie, et puis le nouveau, vous nous dites comment il s'appelle? Une ambition raisonnée. Le mot n'est pas de moi, il est de Jean-Christophe Cambadélis, et je n'ai pas l'habitude de voler leurs expressions aux autres, donc je l'ai cité. Oui, et bien espérons qu'ils vous entendront et qu'ils feront J'aurais peut-être préféré d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, l'antistar. C'était là une expression de Daniel Vaillant. Ça n'aurait pas été mal. Bon, mais essayez de trouver une définition qui soit la vôtre la prochaine fois. Hein, oui, directement la vôtre. Ambition raisonnée me paraît bien collée au personnage. Merci Alain Besson d'être venu nous parler de vos livres sur le Premier ministre. Merci bien. Et puisqu'il est question de livres maintenant, nous allons recevoir la personne, la cheville ouvrière qui organise ce grand rendez-vous littéraire qui est le Printemps du livre de Montaigu. Il s'appelle Antoine Gariel. Bonjour Antoine. Bonjour Joël. Bienvenue. Et nous allons parler évidemment du Printemps des livres, édition 2013 à Montaigu, qui est un événement parce que 35 000 visiteurs, 3e salon national littéraire de lecture et de livres du général. Je crois que c'est un très beau contrat à reproduire cette année. Alors je ne sais pas si c'est le 3e plus grand salon, on n'est pas dans un concours de taille, même si il y a la communauté de communes de Montaigu qui l'organise à une fierté légitime à porter un tel salon. Je voudrais, avant de commencer, parler de l'intérêt d'une telle manifestation. J'entendais ce matin à la radio, sur une radio que je ne citerai pas, que certains médecins britanniques vont prescrire désormais des livres et que la bibliothérapie a commencé à être reconnue suite à une étude écossaise. J'ai trouvé ça amusant, et en cette période de marasme et de monotonie généralisée, ce genre de manifestation est un remède, est une antidote pour permettre de se poser, de prendre le temps de la réflexion et de changer un peu d'air au fil des pages. Dommage que ça ne soit pas remboursé par la sécurité sociale. Ça viendra peut-être. Parce qu'on pourra acheter des livres à moins cher. Car ça, c'est un problème. Les livres ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, mais en tout cas, l'accès du salon est gratuit. C'est une volonté de la communauté de communes de maintenir cette organisation et de faire de ce salon une manifestation à la fois littéraire, qualitative, mais aussi populaire et accessible. Alors, on rappelle la date, c'est la semaine prochaine. Le 19, vendredi 19 jusqu'au dimanche 21 avril. Voilà, et ça se trouve à Montaigu, juste en face de la mairie. Au Théâtre Thalys cette année. Voilà. Ah oui, je reprends tout ce que j'ai dit. Au Théâtre Thalys, qui est quand même un très bel endroit, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va trouver cette année au Printemps du livre de Montaigu? La réponse n'est pas facile, puisque le salon de Montaigu assume son titre de salon généraliste. C'est une ambition assez forte qui consiste à offrir à tous les visiteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur degré de lecture, quels que soient leurs moyens, quel que soit leur profil, un livre à leur convenance. Voilà. Donc ce qui fait que dans l'établissement du plateau d'auteurs invités, le spectre est très large. On va avoir de la littérature pour adultes, de la littérature pour enfants, de la bande dessinée, du manga, la littérature jeunesse à travers toutes ses composantes, la littérature adulte également avec des essais, des documentaires, des romans, du régionalisme, de la littérature religieuse.
tout le spectre et toute la richesse de la création littéraire francophone va s'épanouir à Montaigu pendant ces 3 jours. Et tout ça, ça fait combien d'auteurs? Ça fait 250 auteurs à peu près, un peu plus chaque année, mais l'idée étant d'offrir à travers les auteurs une vision réaliste de la littérature actuelle, mais également de favoriser la rencontre avec l'auteur. C'est le cœur du Salon du Livre de Montaigu. C'est pas une librairie géante, c'est pas une simple foire aux livres, c'est pas une manifestation parmi d'autres. On vient pas simplement déambuler dans le Salon du Livre, on a la possibilité de discuter avec l'auteur. Qui se cache derrière les mots qu'on apprécie, qui se cache derrière les histoires qu'on peut lire. Voilà, c'est un lieu de rencontre et le terme de salon du livre, où on peut faire salon sur le thème de la littérature, est totalement assumé. Et puis on va parler de la présidence même d'honneur cette année de ce printemps du livre 2013. Or, chaque année, le salon choisit et invite un président d'honneur ou une présidente d'honneur. On a eu Tatiana Dronet, on a eu Mireille Calmel, Claude Michelet, Jean Raspail, on a eu de nombreux. Et cette année, c'est Éric Emmanuel Schmitt. C'est une fierté puisqu'Éric Emmanuel Schmitt fait partie des 10 auteurs les plus lus dans le monde. Il se trouve qu'il est français, qu'il a énormément de cordes à son arc, en plus d'être écrivain, reconnu, dramaturge bien sûr. Parmi ses livres, je citerai Oscar et la Dame Rose, Odette Tout le Monde, Le Sumo qui ne voulait pas grossir, voilà, beaucoup de titres divers et variés. Mais Éric Emmanuel Schmitt est également dramaturge et depuis l'année dernière, le Salon du Livre s'est rapproché du théâtre de Thaly. Donc il y a des passerelles qui se sont créées entre un salon littéraire et un lieu de diffusion du spectacle vivant, un emblème culturel fort de notre territoire, le théâtre de Thaly. Et cette année, le président va incarner justement ce lien, cette complémentarité et cette richesse de l'offre culturelle du territoire, en étant à la fois un auteur invité, un président et un comédien, puisqu'il montera sur les planches le samedi soir à 18h30 pour interpréter lui-même, chose assez exceptionnelle, sa pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un roman qui a été publié en 2001, qu'il interprète exceptionnellement pour nous en tant que président. C'est un seul en scène que je vous encourage à venir voir, c'est à 18h30 au théâtre de Thaly. Le rendez-vous est pris. Juste un petit dernier détail, Antoine Gariel. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs dans ce salon. Il y a des libraires, maisons de la presse, qui accueillent en général les auteurs, du reste, mais on ne voit pas beaucoup d'éditeurs. Alors, il existe d'autres salons où les éditeurs sont omniprésents. On trouve Albin Michel, Gallimard... Salon du Livre de Paris, par exemple. Oui, au Livre de Paris, par exemple. C'est une volonté, ça? Pas du tout, mais le cœur du salon, c'est la rencontre avec l'auteur. Sans auteur, il n'y a pas d'éditeur, et le salon s'organise dans le respect de la chaîne du livre. C'est-à-dire depuis l'éditeur jusqu'à l'auteur, en passant par les distributeurs, les attachés de presse, les libraires qui font un travail formidable sur le territoire à l'année. Le salon du livre, c'est un phénomène éphémère, mais qui se veut être un tremplin pour encourager la lecture et donc guider. Le salon est une porte d'entrée vers d'autres lieux de lecture que sont les librairies, les bibliothèques. Et les éditeurs ont toute leur place au salon du livre de Montaigu, alors non pas physiquement, puisque ce ne sont pas les maisons d'édition que nous mettons en avant, mais bien les livres et les auteurs, mais les éditeurs sont présents également avec les stands, peu nombreux, c'est une question de place tout simplement. Il y a une volonté forte depuis 25 ans, c'est de conserver une manifestation à taille humaine. Voilà. Pour ceux qui connaissent d'autres salons plus grands, plus beaux, plus forts, ils n'ont pas toujours cette dimension humaine et accessible que nous tenons à conserver et à développer à Montaigu. C'est bien noté, Antoine Gariel. En tout cas, vous avez été un avocat exceptionnel de ce salon du livre à Montaigu. Et puis nous avons l'habitude dans cette émission, vous le savez, de toujours terminer soit en chanson, soit en musique. C'est le petit côté ludique. Alors nous avons invité pour cette fois notre amie Valérie Rascard, à qui je demande de s'installer. Valérie, bonjour. Bonjour. Je vous demande pas si vous arrivez de loin, non? De Vendée. De Vendée. De Vendée, tout simplement, mais c'est pas très loin d'ici. Alors vous aimez le blues? Oui, le blues, le jazz. Et le jazz? Le jazz, et puis tout le courant forcément caraïbéen. Bien sûr. Origines. Oui, c'est pour ça que je vous demandais si vous veniez de loin tout à l'heure. Et puis alors, vous aimez beaucoup, évidemment, toutes ces grandes chanteuses de blues que furent Billie Holiday et puis d'autres, Ella Fitzgerald, oui, pour le blues, et Bessie Smith,
personnellement, j'apprécie beaucoup. Bon, écoutez, plutôt que de continuer un long discours, le mieux est peut-être que vous nous régaliez d'une petite chanson que tout le monde connaît, qui s'appelle Summertime, je ne me trompe pas. Tout à fait. On écoute Summertime? C'est parti. C'est gentil. Chantez des mots. Time and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take the sky, take to the sky. But till that morning, there's nothing that can harm you. Oh, with Daddy and Mommy standing by, with Daddy and Mommy standing by. Summertime. Ça c'est pour appeler le soleil. Bravo, bravo, bravo. Merci. Et puis Valérie qui chante premièrement a cappella, sans accompagnement, et deuxièmement assise, croyez-moi, c'est pas facile. Merci encore. Et nous nous retrouvons, nous, le mois prochain, en direct, en public, depuis l'auberge de La Contière à Valette. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.